J'invite Monsieur Cyril Aynamon, secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Bénin, à présenter ce que le Bénin a mis en œuvre pour les collèges précisément et pour améliorer la transition. Merci bien, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. La thématique que nous voulons aborder ce matin, elle est essentielle et vous convenez avec moi que en 7 minutes, on ne peut que la survoler. Je ne pourrai pas aller dans les détails même si j'ai envie de le faire. Alors, je dois d'abord faire savoir que le collège n'est pas construit dans une perspective d'une prolongation du primaire. Alors, comment articuler pour que ces deux segments, eh bien, la transition puisse se faire sans perte d'apprenants? Alors, c'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est important. Mon collègue du Bénin, le secrétaire général du ministère des Enseignements primaires, l'a dit déjà un peu, mais c'est quand même important que je descende rapidement en bas pour voir comment il faut faire. Alors, le gouvernement du Bénin, depuis 2016, a engagé beaucoup de réformes. D'abord, pour pouvoir maintenir les enfants au niveau du primaire et de la maternelle. Et qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, chaque année, il y a beaucoup d'écoles qui sont dotées de cantines scolaires. Et cela se densifie chaque année. Alors, quand les enfants viennent maintenant au collège, et il a fait de la maternelle jusqu'au CM2, il a eu son CEP, il atterrit maintenant au collège. Et il tombe au collège maintenant et il n'y a plus à manger. Parce qu'il n'y avait pas de cantine. Donc ça, c'est un élément important. Alors, le gouvernement a pris certaines mesures très rapidement aussi au niveau du collège pour pouvoir atténuer un peu la situation. Et surtout, les lycées des jeunes filles où nous formons ces catégories d'apprenantes, eh bien, sont dotés de cantines scolaires et cela se densifie, c'est même généralisé déjà dans tout le pays. L'autre chose qu'il faut aussi quand même faire remarquer est quoi? La scolarité est gratuite au cours primaire pour tout le monde. Alors, mais au collège, ce n'était pas le cas. Le parent qui est habitué, et nous connaissons à peu près les bourses de nos familles, de nos parents, les parents qui sont déjà habitués à ne rien payer au cours primaire, c'est-à-dire de la maternelle pendant au moins 7 ans jusqu'à finir le cours primaire. Il vient au collège et subitement, eh bien, la scolarité est là, il faut aller payer les contributions scolaires. Ce n'est pas facile et tout cela est source de décrochage. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a pris? Et ceci déjà même un peu avant 2016, mais le cap est maintenu et nous sommes en train même de densifier et pour pouvoir voir même comment le généraliser. Alors, la scolarité, tout au moins pour les filles du premier cycle et des filles qui entrent dans les lycées et techniques et professionnels qui sont sur nos territoires, eh bien, ces scolarités sont gratuites. Maintenant, on est en train de prendre des mesures pour que cette scolarité soit aussi gratuite pour les garçons. Alors, l'autre élément important qu'il faut faire observer, c'est la question du chômage des jeunes pour pouvoir faire accrocher les parents. Parce que si nous faisons les efforts au niveau institutionnel et dans les classes et que la question du chômage n'est pas réglée, cela ne motive pas les parents. De quoi il s'agit donc? Le jeune scolarisé qui a eu son CEP, qui atterrit en 6e, il a peut-être 2 ou 3 grands frères qui ont déjà eu la licence et la maîtrise et ils sont au chômage, ils n'ont pas d'emploi. Alors, je vous avoue que
le Bénin dans mon pays, quand les parents voient ça, ils ne sont pas motivés, même s'ils ont même les moyens, ou bien quand bien même ce n'est pas beaucoup, eh bien, ils ne sont pas motivés à investir cela ou encourager le jeune qui est en sixième pour qu'il puisse finir son cycle et aller loin. Alors, ce qui a fait que le gouvernement a pris conscience de cette situation et nous avons élaboré une politique ou bien une stratégie nationale de développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, quand cette stratégie est complètement élaborée et nous sommes maintenant dans la phase active, eh bien, nous sommes en train de vouloir même renverser la tendance au niveau de l'enseignement général. Parce que quand on fait la statistique chez nous, plus de 70% sont dans l'enseignement général et ça nous conduit souvent là où je viens d'indiquer tout à l'heure. Et donc, avec cette stratégie, nous avons constaté maintenant qu'il y a un engouement parce que plusieurs lycées techniques aux normes internationales sont en train d'être construits aujourd'hui au Bénin. Et cela a fait que nous avons constaté que les jeunes sont de plus en plus accrochés au système. L'autre aspect important qu'il faut quand même, je ne regarde pas la montre, si ça vient, il faut m'arrêter parce que j'ai dit qu'on ne peut que la survoler. Mais l'autre élément important qu'il faut souligner, le gouvernement du Bénin a fait aussi beaucoup de choses dans le domaine du recrutement des enseignants. Nous avons constaté, comme mon collègue l'a dit hier, le jeune, il est habitué à son maître tout depuis le primaire. Il vient au collège et puis il voit qu'il n'y a pas d'enseignant. Parce que nous avons constaté, le système nous cache des choses. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place le numérique pour pouvoir suivre nos enseignants. Nous constatons malheureusement qu'il y avait beaucoup de classes, dont notamment les classes de sixième, parce que les regards des chefs d'établissement sont souvent fixés sur les classes d'examen et on dit bon, ils sont en sixième, ils sont en cinquième, ils n'ont pas besoin d'enseignants forcément dans toutes les matières. Alors, le jeune vient en classe et il ne trouve pas d'enseignant. Qu'est-ce qui va le motiver? C'est l'enseignant qui, par sa stratégie, va pouvoir, disons, élaborer, n'est-ce pas, toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir faire accrocher l'enfant pour qu'il aime l'école. Alors, il vient et il ne voit pas d'enseignant. Alors, cela n'est pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait du primaire jusqu'au secondaire? Eh bien, toutes les classes chez nous aujourd'hui ont d'enseignants. Il n'est pas question qu'on aille en classe sans voir l'enseignant. Maintenant, cela aussi amène la question de la formation des enseignants, qui est un sujet d'actualité au Bénin. Et il n'y a pas cette année où les enseignants ne sont pas envoyés en formation. Donc, nous formons beaucoup les enseignants dans ce sens-là aussi pour que l'offre éducative soit une offre de qualité. C'est-à-dire, quand je parle des enseignants, même du corps de contrôle et d'encadrement. Donc, tout ça là aujourd'hui sont des actions, des réformes que le gouvernement a engagées et nous sommes vraiment là-dedans. Je ne sais pas si je peux continuer un tout petit peu. Peut-être, on a presque épuisé le temps, mais on aurait un deuxième tour. Ok. Vous pourrez peut-être nous parler de ce que vous faites sur la vie scolaire au Bénin. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et on va continuer le tour. Et donc, je vais donner, merci beaucoup, Monsieur Aynamon. Et je vais donner la parole au professeur Touré, qui est le directeur national de l'enseignement fondamental de Guinée, pour 7 minutes. Merci beaucoup. Et à entendre les différentes interventions, on se rend compte que presque les réalités sont les mêmes partout. Il n'y a que quelques différences de près. En Guinée, comme tout ailleurs, il y a eu l'élaboration d'un programme décennal de l'éducation dénommé PRODEG en 2019.
Ces programmes visent l'atteinte des ODD 4 avec une feuille de route qui, en ce qui nous concerne, a mis en place l'enseignement fondamental en l'élargissant de 6 à 10 ans. Mais à dire vrai, la mise en application retarde. Et en ce qui concerne les réformes et les dispositions prises face à la crise universelle d'apprentissage et suite aux résultats du PASSEC 2019, les autorités éducatives ont créé les classes pré-primaires parce que le résultat avait révélé que les pays qui préparaient mieux les enfants pour les primaires étaient mieux classés. Donc les classes pré-primaires ont été créées au niveau de l'enseignement fondamental. Ensuite, il y a eu l'expérimentation de l'enseignement bilingue pour faciliter l'adaptation des enfants venus directement de la maison pour l'école, pour faciliter également l'apprentissage de la langue seconde, la langue d'enseignement. En ce qui concerne les infrastructures, c'était la priorité du gouvernement parce qu'on trouvait des écoles hangars quelque part et le gouvernement a mis un vaste programme de construction d'infrastructures scolaires. Pour le recrutement des enseignants, c'est comme tous les autres pays, l'école est pour la communauté. Donc, le ministère de l'administration du territoire, de la fonction publique et de l'éducation ont donné l'aval aux communautés de recruter les enseignants contractuels. Et la même pratique qui se passe ailleurs était aussi en Guinée, avec des enseignants mutés à des postes bien déterminés, mais qui se faisaient remplacer par d'autres diplômés qui n'étaient pas enseignants de formation. Et vous savez ce que ça va donner comme résultat. Donc, pendant ces instants, la communauté recrute, contrôle et le salaire passe par la commune pour ces contractuels. En ce qui concerne la révision des programmes, parce que vous les adaptez, les programmes sont vieillissants, un cadre d'orientation curriculaire a été élaboré et la révision des programmes est en cours. En ce qui concerne la formation des enseignants, le seuil minimum pour être recruté dans une école de formation est le baccalauréat. Donc, après les résultats, les admis sont orientés dans les écoles normales d'instituteurs et d'autres dans les institutions d'enseignement supérieur.
Et tout cela pour parer au niveau des enseignements-apprentissages. Pour la qualification de ces enseignements-apprentissages, des innovations ont été expérimentées. Comme le disait tout de suite Madame de la Côte d'Ivoire, nous avons aussi expérimenté le programme d'amélioration des compétences fondamentales avec FLN, les fondamentaux en littératie et numératie, qui a donné de bons résultats et l'ambition actuelle, c'est de faire l'extension de ce programme. Il y a aussi comme mesure à prendre la dotation des cantines scolaires pour soulager la souffrance des enfants en zone rurale. C'est un vaste programme et même une initiative présidentielle. En dehors de cela, il y a eu la crédibilisation des examens nationaux. Et vous suivez de loin les différents pourcentages. Nous sommes passés de 17% en 2022 et 44% en 2023 avec une prise de conscience des élèves et des parents d'élèves. Toujours au niveau des réformes, il y a la diversification des filières au secondaire. Et si l'application est effective du primaire au deuxième cycle de l'enseignement fondamental, qui est le collège, pour la transition au lycée, plusieurs filières sont créées. Parce qu'avant, il n'y avait que 3, les sciences sociales, les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. Donc, voilà les différentes réformes qui sont en train d'être mises sur pied en Guinée, malgré les défis restent encore à surmonter. Les classes pré-primaires dont j'ai parlé ne sont qu'une classe par école et au nombre de 1000 proposés. Il y a également la faiblesse du taux d'achèvement qui se trouve environ à 60% du primaire. La faiblesse de couverture des services d'alimentation scolaire, l'existence aussi des normes sociales et des pesanteurs socio-culturels défavorables à la scolarisation des filles et des enfants en situation de handicap. Donc voilà, entre autres, ce que nous pouvons dire comme réforme en cours en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Et on va continuer, vous pourrez peut-être poursuivre tout à l'heure. Là, on va donner la parole à la représentante de Madagascar, donc Madame Elikante Tsimandeflitre Rakotovololom, vocal à prendre. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Par rapport à ce qu'il y a à dire sur Madagascar, je vais d'abord commencer par vous présenter un état des lieux à partir de quelques chiffres qui nous a permis de mettre en œuvre les politiques éducatives et les programmes dans le cadre des actions innovantes. D'abord, il y a, ça c'est les données que je vais vous présenter sont des données qui ont été collectées et analysées par une des directions du ministère, qui est la direction de la planification de l'éducation. Ils étaient partagés en 2021 et c'est à partir de ces chiffres-là que nous avons commencé à entreprendre les réformes.
4% des élèves en 4e année du primaire seulement ont acquis les compétences minimales en langue et en mathématiques. 9 enfants sur 10 donc sont incapables de lire et comprendre un texte court en français à leur âge d'environ 10 ans. Par rapport au taux brut d'accès au primaire, en première année, pour les filles, ça s'élève à 173% et pour les garçons à 171%. Et pour un taux d'achèvement du primaire à plus de la moitié, à 55% pour les filles et à 53% pour les garçons. Pour le taux d'accès, le taux brut d'accès au collège, pour les filles c'est à 51% et pour les garçons c'est à 48,9%. Et le taux d'achèvement au collège pour les filles régresse à 34% et à 33% pour les garçons. Les chiffres là sont alarmants, oui, mais ça justifie déjà que la transition école-collège à Madagascar est difficile. C'est la thématique qu'on est en train de discuter lors de ce séminaire. Et il y a donc quelque chose qui nous mènerait à réfléchir par rapport à cela. Alarmant, oui, mais il y a quand même une remarque assez pertinente. En primaire et au secondaire, on remarque que la rétention, c'est plutôt vers les filles. Il y a beaucoup plus de filles qui arrivent jusqu'au collège que de garçons. Mais après, lorsqu'ils arrivent au lycée, au baccalauréat, on a beaucoup plus de garçons qui réussissent le bac que des filles. Donc, pour les filles, ça s'arrête souvent au niveau, après le BEPC, leur scolarisation. Tous ces chiffres-là nous a conduit donc le ministère à proposer une nouvelle loi d'orientation du système éducatif malgache qui a été votée et adoptée dans les deux chambres parlementaires en juin 2022 et dont les objectifs principaux portaient sur l'amélioration du taux de scolarisation et des conditions d'apprentissage dans les enseignements primaires et secondaires, un enseignement obligatoire progressif de 10 ans, donc du préscolaire jusqu'à l'année 9, jusqu'à l'obtention du BEPC. Une réforme des curricula a été aussi menée, justement pour répondre aux difficultés dont on a partagé sur la lecture, l'écriture et le calcul en primaire. Nous avons testé et nous avons des résultats positifs sur une nouvelle méthode de lecture, d'écriture et de calcul qui est maintenant disponible. Nous avons développé le programme sur des leçons scriptées où nous avons aussi développé des manuels scolaires pour accompagner et utiliser la méthode. Nous avons aussi, avec ces manuels-là, conçu des guides de l'enseignant pour la discipline malagasy, pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et des mathématiques pour l'apprentissage donc des compétences de base des mathématiques. Et nous avons aussi mis à disposition des modules de formation des enseignants et des encadreurs pour accompagner ces élèves des années 1, année 2 et année 3 des premiers apprentissages. Cette nouvelle méthode de lecto-écriture et de calcul est destinée pour les premiers apprentissages. Et en principe, elle sera mise à l'échelle l'année scolaire qui viendra en 2023-2024. Donc. Et à part cela,
nous avons également mené la réforme des programmes scolaires. Des programmes scolaires qui ont été mis à jour suivant une approche basée sur les résultats d'apprentissage, surtout parce que nous sommes convaincus que centrer l'apprentissage sur l'apprenant nous conduirait à de meilleurs résultats d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons donc de disponibles les programmes expérimentaux du préscolaire jusqu'au terminal. Les finalités de ces nouveaux programmes sont surtout axées vers l'acquisition des habiletés non seulement cognitives, mais aussi communicatives et socio-affectives. Et on a ajouté aussi, comme c'est une réforme, l'éducation aux valeurs, notamment celle qui se rapporte aux ODD. J'ajouterai peut-être pour terminer, parce que ce sera dans la deuxième partie, les actions entreprises au niveau du collège. J'ajouterai peut-être que à partir lorsque nous avons donc eu ce cadre, la loi d'orientation du système éducatif malgache, plusieurs partenaires techniques financiers ont été venus au ministère pour nous appuyer dans la mise en œuvre de cette réforme qui est en train d'être enclenchée. Notamment, on a eu donc Apprendre qui nous vient à l'appui, surtout pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage, pour le renforcement des compétences linguistiques des enseignants du français d'une part, pour un appui à l'évolution des pratiques pédagogiques des encadreurs et pour le renforcement des compétences des formateurs, des enseignants dans les centres de formation pédagogique en ingénierie pédagogique. Et bientôt, en programme de faire des journées scientifiques pour présenter toutes ces réformes qui sont menées à Madagascar. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et pour cette présentation. Donc on aura l'occasion de peut-être d'approfondir. Je vais, pour terminer continuer notre tour de table, donner la parole donc à Monsieur Paka Tanong, qui est le point focal Apprendre, directeur des enseignements préscolaires et primaires au Togo. Pour 7 minutes. Merci. Je vais dire que depuis 2009, beaucoup de réformes ont été entreprises au niveau du primaire. Et à partir de 2014, ces réformes aussi ont atteint le secondaire. Et par rapport au secondaire, et comme cela a été fait aussi en Côte d'Ivoire, nous avons eu des collèges de proximité qui ont été construits. Et cela a permis à l'inscription de beaucoup de filles. Parce que les parents jugeaient que quand le collège est éloigné et il a un garçon et une fille qui ont réussi, ils préfèrent envoyer la fille et le garçon parce que la distance n'était pas aussi très petite par rapport à cela. Et au niveau du primaire, les réformes nous ont conduit à aller d'une école normale à 6 écoles normales de formation des enseignants du primaire. Et sur les 6, 4 sont dédiés uniquement pour la formation des enseignants du préscolaire. Les 4 autres, 2 sont spécialement pour le préscolaire et les 4 autres pour le primaire. Et pour faire peut-être un clin d'œil à l'éducation inclusive, dans les modules de formation des enseignants du primaire, nous avons introduit, le gouvernement a introduit des unités d'enseignement sur le braille et la langue des signes. Parce qu'on s'est dit que les enseignants du primaire sont un peu partout et s'il y a des cas, il peut prendre en charge ces élèves présentant ces déficiences. Au niveau de l'articulation 6e, CM2, il y a une autre circulaire qui a été prise en août 2023. Et à la rentrée de septembre 2023, beaucoup d'activités ont été prévues et réalisées. La toute première activité, c'est l'organisation des rencontres entre les 2 enseignants, des 2 niveaux. C'est-à-dire les enseignants du CM2 et les enseignants du 6e.
juste pour permettre aux enseignants de CM2 de cerner le profil de sortie du primaire et comment ce profil-là est décliné au collège. Et pour permettre aux enseignants du collège de connaître les élèves qui reçoivent à travers les programmes qui sont déroulés au CM2. Il y a aussi des organisations de visites de classe guidées aux élèves du CM2. Au cours de l'année, surtout au 3e trimestre, chez nous, notre année scolaire est découpée en trimestres et l'année compte 3 trimestres. Vers la fin de l'année, c'est-à-dire au 3e trimestre, les enseignants de CM2 accompagnent leurs élèves dans les collèges pour découvrir l'environnement qui est là. Par exemple, chez nous, c'est maintenant qu'on introduit l'anglais. Ils vont découvrir qu'au collège, il y a une autre langue qui est là. Au collège, c'est un seul enseignant. Au collège, le volume horaire est différent de ce qui se faisait au primaire. Et aussi découvrir qu'au collège, chez nous, c'est la moyenne des 3 trimestres qui permet à l'élève d'aller en classe supérieure, ce qui n'est pas le cas au niveau du primaire. Et ensuite, ça permet aussi aux enseignants de collège de faire un test d'entrée. Hier, nous avons parlé de ça pour les rémédiations. Voilà. Et il y a aussi l'initiation de semaine de transition en 6e. La toute première semaine de rentrée. Bon, chez nous, Togo, il y a 2 rentrées. Il y a une rentrée administrative pour les enseignants, les directeurs, et la semaine qui suit, la rentrée des élèves. Et pendant la rentrée des élèves, une semaine est consacrée pour la transition en 6e. Juste pour asseoir progressivement les changements de CM2 au collège. Je crois que pour l'instant, c'est ce que je peux dire en attendant la deuxième partie. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous n'avez pas consommé votre temps de parole, vous aurez droit un petit peu plus tout à l'heure. Et donc maintenant, la parole est à Monsieur Ayong, qui est le point focal du MINESEC du Cameroun, qui remplace Monsieur le secrétaire général du MINESEC. Merci de me donner la parole. Je suis effectivement Monsieur Ayong Bertin, inspecteur de service au ministère des Enseignements secondaires et point focal du programme Apprendre. Effectivement, le secrétaire général étant indisponible en mission à l'étranger, il m'a chargé de présenter ses regrets aux responsables du programme Apprendre. Je saisis aussi de l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole ici pour exprimer nos remerciements au programme Apprendre pour non seulement ce séminaire qui nous permet de réviser nos approches, nos pratiques, mais davantage pour ce que ce programme fait pour le MINESEC. Vous nous avez invités à prendre la parole dans la suite de ce séminaire. Au cours de l'atelier, vous l'avez noté, l'inspecteur général des services était là personnellement. Il est intervenu à plusieurs reprises pour présenter notre système éducatif et afin de mieux le comprendre. Pour ce qui est des actions, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais je vais seulement poursuivre par rapport aux actions que nous menons pour une meilleure transition et une meilleure inclusion au niveau des enseignements secondaires dans le système éducatif camerounais et plus spécifiquement au ministère des Enseignements secondaires. Concernant les approches pédagogiques, il y a désormais une harmonisation entre le primaire et le secondaire, bien qu'il reste beaucoup d'efforts à faire dans la maîtrise de l'approche par les compétences, par les enseignants. Ça avait commencé au primaire et le secondaire a intégré cette nouvelle approche, donc il y a désormais harmonie à ce niveau. Le français et les mathématiques ont été indexés comme les déterminants de la transition. L'inspection des sciences, dont le responsable est ici, a procédé à des actions visant à rompre ces discontinuités. Dans les domaines autour desquels les programmes d'études du primaire,
surtout en ce qui concerne les contenus des programmes et les pratiques d'enseignement et d'évaluation. Le calcul numérique, par exemple, est algébrique. L'organisation et la gestion des données, la géométrie, le plan et la géométrie de l'espace en mathématiques restent inchangés. Restent inchangés également dans les sciences de la vie et de la terre, l'éducation à l'environnement, au développement durable, la technologie et la technologie pour ce qui est des autres sciences. Donc, il y a cette cohérence-là et cette continuité entre le primaire et le secondaire qui se traduit dans les programmes et même dans les approches. Les contenus visent toujours dans ces disciplines, à 75%, la consolidation des acquis du primaire. Les pratiques des classes ne sont pas si différentes. Traces écrites entièrement notées au tableau par l'enseignant, approche active. Et comme je le disais, l'approche par les compétences en vigueur au primaire est maintenue au secondaire. Au niveau curriculaire, il y a un cadre de référence d'organisation curriculaire qui est en cours d'élaboration au Cameroun. Que vise ce cadre? Mettre fin aux incohérences et travailler, mettre tous les ministères en charge de l'éducation, parce que nous en avons beaucoup. L'éducation de base, les enseignements secondaires, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Pour qu'il y ait une certaine continuité et que les profils soient définis depuis la base à l'entrée et à la sortie, qu'on ait une continuité. C'est le but recherché dans le cadre de cette réforme qui est en cours d'opérationnalisation. Des efforts énormes en droit de ligne des recommandations sont menés en vue de prendre en charge les déterminants géographiques, sociodémographiques et psychosociaux de la transition école-collège. Certes, il reste perfectible. Ces actions sont prises en compte déjà dans la stratégie même du secteur de l'éducation. Cette stratégie intègre l'augmentation de l'accès et de la qualité. Et je dois vous avouer qu'au niveau du Cameroun, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière d'accès. La carte scolaire a été fortement densifiée au niveau du secondaire pour permettre aux élèves du primaire de pouvoir continuer plus sereinement leurs études au niveau du secondaire. Pour ce qui est de l'encadrement psychosocial au niveau du secondaire, de nombreux conseillers ont été recrutés. Et actuellement, on expérimente au niveau du MINESEC un Helping Center qui permet, à travers un numéro vert, aux enfants, aux parents et à toutes les personnes, à tous les acteurs de la communauté éducative, de solliciter les services d'un conseiller d'orientation pour un encadrement, pour des conseils et pour des orientations en ce qui concerne leurs préoccupations. Un effort est fait pour que dans chaque établissement scolaire, il y ait un ou plusieurs conseillers d'orientation. Et ça, c'est vérifiable au niveau du secondaire. Je reviendrai un peu sur l'anglais. Au départ, l'anglais constituait un obstacle parce que l'élève qui partait de l'école primaire abordait l'anglais à partir du secondaire. Aujourd'hui, des recrutements ont été faits pour que le nombre d'enseignants d'anglais pour les francophones et de français pour les anglophones soit significatif. Ce qui fait qu'ils passent dans toutes les classes du primaire lorsqu'ils sont affectés dans un établissement scolaire pour préparer l'enfant à une meilleure transition vers l'anglais au niveau du secondaire. Je ne manquerai pas d'évoquer un programme que nous avons, un programme pilote pour 350 établissements qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage
c'est peut-être encore insuffisant pour environ 2000 lycées et collèges, mais c'est une très belle initiative qui vise à apporter des appuis supplémentaires aux établissements scolaires pour mettre en place, développer un certain nombre de leurs projets d'établissement, afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Et ce programme intègre la mise en place des espaces sûrs pour les filles vulnérables, l'appui aux filles vulnérables qui reçoivent un certain montant d'argent. Ce programme prévoit également la mise à la disposition des apprenants des ressources pédagogiques dont ils ont besoin pour développer leurs compétences. Il y a également des exigences qui sont faites aux enseignants en matière de pratiques enseignantes avant d'aller dans la salle de classe. Le programme vise également à renforcer les capacités des responsables de l'administration scolaire afin de développer leur leadership pour qu'ils puissent mieux prendre en compte la centralité de l'élève dans les enseignements, la question du développement durable et surtout l'inclusion. Des actions sont menées également par le gouvernement au niveau des enseignements secondaires pour une plus grande inclusion des enfants qui présentent un handicap. L'année dernière, nous avons connu au cours des examens des enfants qui ont été même accompagnés pendant la période des examens parce qu'ils sont incapables d'écrire, mais on a reproduit leur travail et à la fin, ils ont été admis. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, bien qu'ils soient insuffisants. Si vous me permettez de terminer, nous ne partageons pas néanmoins un avis qui a été émis ici hier, une recommandation qu'il faudrait harmoniser le concours d'entrée en sixième. Le concours a été effectivement déconcentré pour permettre aux responsables des établissements scolaires qui sont sur place de mieux appréhender la situation et de favoriser l'accès au niveau du collège. Voilà globalement ce que nous pouvons dire pour l'instant. Je vous remercie. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet effort de concision et de présentation et merci vraiment de ce que la discipline à laquelle vous vous êtes plié. Je me tourne vers la salle peut-être pour prendre 3 ou 4 questions avant de redonner la parole puisqu'on a promis que chacun pourrait reprendre la parole. Et donc, oui, monsieur le secrétaire général là, du Tchad. Merci. Je retiens simplement qu'à l'issue de cette séquence, les mesures qui sont préconisées, il y en a qui sont communes, mais elles ne peuvent pas être partagées par tout le monde, tant nos réalités socioculturelles, tant la dimension de nos pays, les différents défis auxquels nous faisons face sont différents. Et donc, il y a un socle qui peut nous réunir et donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Parmi ces socles, c'est la préparation à l'accueil. C'est-à-dire que ces enfants sont en train de quitter un cycle, ils vont dans un second cycle. Tout le monde est d'accord pour qu'une préparation psychologique, parce qu'il y a quand même de l'émotion. Il y a des charges émotionnelles énormes qui sont liées à l'entrée en sixième, qui impliquent donc l'État, qui implique les parents d'élèves, qui implique des enseignants. Donc il y a un certain nombre de comportements qui doivent guider les uns et les autres pour que cette transition se fasse pas dans la douleur. Mais je me rappelle, pour les gens de ma génération, quand on entrait en sixième, il y avait le bizutage. On était des bleus. Moi, quand je suis rentré en sixième en octobre 70, mais je me faisais accompagner par mon père. Il avait eu un coupe-coupe à la main pour me défendre. Parce qu'il fallait me faire ramper comme un soldat. Et donc, c'était une préparation non seulement à l'entrée dans une école, mais à aller en guerre, entre guillemets.
Donc, je crois que ces dispositifs-là n'existent plus maintenant. Mais sinon, à l'époque, entrer en 6e, c'était couvert de, n'est-ce pas, de beaucoup de craintes. J'ai retenu aussi quelque chose qui a été évoqué par mon frère du Bénin, c'est les cantines scolaires. Les cantines scolaires peuvent retenir les enfants, peut-être aussi les inciter à aller. Mais je me rends compte qu'il y a un effet pervers également de ces cantines. Nous lions systématiquement notre présence à la nourriture. C'est-à-dire que dans certains villages du Tchad, on dit pas de cantine, pas d'école. Dans la langue vernaculaire, on dit école beau, cantine beau, école beau. Donc vous faites la cantine, on envoie nos enfants. Et les cantines contribuent aussi parfois à des conflits entre le directeur d'école, le chef de village, pour la gestion de ces stocks physiques. Mais je sais que le Bénin, sur ce challenge-là, est assez en avance et beaucoup de choses ont été faites et ont été dites. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est de commencer à impliquer les parents pour qu'on ne soit pas liés, par exemple, au programme alimentaire mondial ou aux institutions des Nations Unies qui nous donnent à manger. Il faut créer des greniers communautaires, impliquer les gens à la préparation justement de ces nourritures sur la base de nos propres ressources. J'ai retenu aussi que la question des collèges de proximité, ça doit être creusé. Et j'ai retenu aussi que la mixité parfois peut être un problème. Et au Tchad, à certains endroits, les établissements mixtes entre adolescents est prohibé. Donc il faut créer des écoles pour les filles, il faut créer des écoles pour les garçons. Il faut travailler à l'esprit des gens pour que ces enfants qui viennent à 12-13 ans, qui sont dans certains endroits des femmes déjà, prêtes à être données en mariage, ne se mélangent pas aux garçons. Donc la mixité peut être également considérée par endroits comme étant un problème. Il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est l'ancrage institutionnel. Ça peut être le cas ici ou ailleurs, mais vous savez, les écoles primaires sont liées à un ministère. Les écoles secondaires sont liées à un autre ministère. L'enseignement supérieur à un autre ministère. Or que l'éducation est un tout. Donc il y a souvent, j'allais dire, les gens se piétinent un peu pour que chacun puisse avoir son école. Enfin, l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement primaire gère l'école primaire, le ministère de l'enseignement moyen gère l'enseignement moyen, et ainsi de suite. Donc la gestion de l'ancrage institutionnel peut être également un problème dès l'instant aussi que l'enseignement préscolaire dans certains pays est lié aussi au ministère des Affaires sociales ou au ministère, je ne sais pas, de la petite enfance. Merci. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vous avez de fait presque amorcé, en recherchant des points communs, une pré-synthèse, mais c'est intéressant aussi d'entendre le point de vue sur le Tchad qui n'est pas représenté à la table, donc c'est important, pour ça que je vous ai laissé. Voilà, je pense que votre voisin a levé la main. Je regarde s'il y a d'autres mains. Il y a Mohamed, monsieur le secrétaire général là, du ministère, du MEPS du Togo. Merci, monsieur Jacques, de me passer la parole. Moi, je voudrais vraiment revenir sur les collèges de proximité et leurs avantages au Togo. Je voudrais compléter mon collègue, le directeur des enseignements préscolaires et primaires qui fait partie du panel, pour vous dire qu'au Togo, nous sommes engagés dans la réforme des collèges avec l'appui financier de l'Agence française de développement depuis 2014. Et nous sommes à notre deuxième phase d'appui. Et la première phase nous a permis de construire 30 collèges dans les zones où nous avons constaté que le taux de transition entre primaire et collège était faible, dû au fait qu'il y avait manque d'infrastructures d'accueil dans ces milieux-là. La deuxième phase nous a permis de construire 92 collèges de proximité. Et qu'est-ce que ça a résolu comme problème? Le premier problème que ça a résolu, c'est que les enfants de ces milieux-là ne sont plus appelés à parcourir des kilomètres pour rejoindre le collège qui s'est situé à 5 ou 6 kilomètres. Non. Les enfants ont la possibilité désormais de fréquenter le collège de leur milieu et d'être toujours sous le regard bienveillant de leurs parents.
La deuxième chose, c'est que dans cette optique, les filles sont désormais sous surveillance de leurs parents. Parce qu'avant, les filles, quand vous réussissez au CEPD, vous êtes obligé d'aller vous loger ailleurs, dans une autre localité, loin de chez vous, et où vous passez toute la semaine, et c'est le week-end pour rentrer chez les parents. Du coup, avec les collèges de proximité, nous avons rompu avec ces pratiques-là. Et les enfants sont désormais sous surveillance des parents, et ça a permis que désormais les filles ont pu accéder massivement au collège. Et de 3, nous avons limité les grossesses précoces chez les filles. Et nous avons mis en place un numéro vert pour dénoncer les abus sexuels, les harcèlements, les violences exercées, surtout sur les filles. Et vraiment, je voudrais saluer cette réforme des collèges appuyée par l'Agence française de développement. Malheureusement, la deuxième phase arrive à expiration cette année 2024. Notre souhait est que vous puissiez, Agence française de développement, de continuer à nous appuyer dans nos pays respectifs, hein, pas seulement le Togo, mais que la réforme des collèges puisse vraiment prendre corps dans nos pays. Et puis, la quatrième chose, s'il vous plaît, merci. Avant, s'il vous plaît. Merci. Oui, dernier point, parce que... Non, le dernier point, c'est que cette réforme, nous avons mis la fondation à la première phase, c'est que cette réforme s'était tournée vers la formation, le renforcement des capacités des enseignants du primaire. Parce que les enfants qui quittent le primaire doivent arriver au collège avec des acquisitions de compétences avérées. Donc, la première phase a consisté à consacrer une composante consacrée à la formation, au renforcement des capacités des enseignants du primaire. Vraiment, bien, merci à la réforme des collèges au Togo. Merci bien. Il y a encore d'autres mains, donc des interventions brèves. Alors, Mohamed, et après on va retourner vers la table. Oui, très brièvement, je voudrais insister sur une entrée qui a été soulevée au cours des interventions, qui est la transition, qui est celle par les politiques éducatives et leur mise en œuvre. Et je crois qu'il y a un levier, un outil important, qui est celui qui est traduit dans les documents d'orientation de la politique éducative du pays. Ça a été cité par le Cameroun, ça a été cité par la Guinée. Ça peut être justement un cadre d'orientation curriculaire, ça peut être un socle d'orientation, ça peut être les résultats des états généraux de l'éducation, ça peut être le programme des programmes, donc les appellations diffèrent d'un pays à un autre, mais ce sont des documents qui, en amont, renforcent la transition. Donc, l'une des recommandations qu'on peut faire à la suite justement de nos débats, c'est qu'il y ait dans ces documents qui sont en train d'être réécrits ou bien qui sont envisagés, d'expliciter ces transitions à différents niveaux. Et je sais qu'il y a, par exemple, pour la Guinée, ils ont déjà fait un document intéressant qui a regroupé plusieurs ministères. La même chose au Tchad, la même chose qui est en cours au Cameroun. Et le Cameroun est passé justement d'un cadre d'orientation qui était circonscrit à un ordre d'enseignement vers l'ensemble des ordres d'enseignement. Et c'est parce que justement dans ces cadres d'orientation que on explicite les transitions, les profils de sortie, les examens, tout cela. Et donc c'est vraiment un outil important qui peut être pris en compte par les politiques éducatives du pays. Merci Mohamed de partager cette longue expérience d'accompagnement des pays sur les réformes curriculaires. Il y a une main qui s'est levée. Alors très rapide s'il vous plaît. Ah, vous n'avez pas de micro. Merci de nous donner la parole. Je voulais ici insister sur une entrée par le numérique. Nous avons mis en place un plan qu'on a appelé la ceinture numérique. Cette ceinture numérique, c'est un modèle de scolarisation du numérique qui permet d'intégrer tous les acteurs et de transformer l'école en un arbre. L'arbre qu'on appelait ici l'arbre à palabres, où les agents de la justice, les différents ministères qui interviennent comme acteurs dans l'éducation peuvent se rencontrer pour échanger, et les différents instruments, parce que là, chaque contexte pourrait donc utiliser le numérique.
qui est adapté à lui, le téléphone, l'ordinateur ou autres outils pour communiquer et collaborer, en même temps que les systèmes pourraient avoir aussi beaucoup de moyens de se communiquer et d'échanger sur les problèmes le plus rapidement possible. Parce que souvent, il s'agit d'une question de temps. Merci. Ok, merci. Alors, Jérôme m'accorde quelques minutes de plus, donc je vous accorde quelques minutes, mais enfin non, pas quelques secondes, avant de revenir. Merci beaucoup. Hein. Merci, Olivier Remensou, un membre de l'équipe de recherche sur Madagascar. J'aimerais juste apporter une petite contribution, juste en quelques secondes. En fait, évidemment, on a évoqué hier que l'amélioration de la question d'éducation, ça peut pas se faire uniquement du côté offre du service éducatif. Il y a aussi, faut pas ignorer le côté demande. Parce que si, comme on l'a trouvé dans notre recherche, hein, même si on a une bonne infrastructure scolaire, des bons enseignants, une bonne politique, un bon programme, si l'enfant ou le ménage tombe malade ou n'a pas suffisamment de revenus, ils ne vont pas pouvoir exprimer cette demande de service-là. Et là où j'aimerais juste apporter une petite contribution, je ne sais pas qui sont les PTF qui sont ici, mais nous, à Madagascar, depuis l'année dernière, on a commencé ça, une analyse prospective et une analyse systémique, comme on l'a soulevé hier. Parce que c'est tout un système. Et ce sont les Nations Unies. Il y a une unité au niveau des Nations Unies qui appuie les pays par rapport à cette analyse systémique-là. Et comme ça, on intègre la question santé, éducation, revenus, etc. Voilà, merci de la petite contribution que j'ai pu apporter. Merci. Merci beaucoup de ces rappels de l'importance d'une approche systémique, de l'importance des technologies de l'information qui rentrent massivement, en tout cas dans les téléphones des élèves, peut-être des collégiens, mais surtout des lycéens. Merci au Tchad aussi d'avoir rappelé un peu les éléments et les points communs de ces stratégies, et au Togo de nous avoir aussi montré des avancées sur la réforme. Donc je reviens vers la table. On voit qu'il faut agir, comme vient de le dire le représentant de Madagascar, à la fois sur la demande sociale d'éducation et sur l'offre. Vous avez montré d'ailleurs que vous avez des politiques pour accroître l'accès, pour accroître la qualité. On a peut-être pas suffisamment évoqué ce qui concerne la gestion des établissements. C'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'un établissement soit un lieu d'apprentissage, un lieu sain et protecteur, pour que le leadership de l'équipe pédagogique et du chef ou de la chef d'établissement permette à tous de s'épanouir pendant la durée et la phase du collège. Comment prévenir les difficultés rencontrées des personnes en grande vulnérabilité. On a parlé des agressions sexuelles, enfin agressions de genre qui peuvent avoir lieu, et de la violence en général sur les collèges. Donc voilà, comment travailler à la fois sur la gestion des établissements et la préparation des enseignants pour mieux prendre en compte tous ces aspects. Je pense qu'on a bien évoqué les aspects curriculaires, les compétences didactiques qu'il faut absolument renforcer. Mais maintenant, peut-être qu'on pourrait revenir, enfin je vous invite à faire des suggestions à partir de votre expérience sur ces questions. Donc voilà, peut-être on va considérer 3-4 minutes chacun. Donc là maintenant je suis l'ordre de la table. Monsieur le secrétaire général vous avez votre micro du Bénin. Merci bien. Je pense que le complément que je peux faire rapidement pour ce qui concerne le Bénin, c'est la question de la vie scolaire. D'abord, c'est quoi la vie scolaire? La vie scolaire, c'est l'organisation mise en place et qui permet aux apprenants, aux encadreurs, disons à tous les acteurs de l'école, de travailler dans de très bonnes conditions pour la réussite des enfants
et l'épanouissement individuel et collectif de tous. Alors, au niveau du Bénin, des actions phares ont été menées dans ce sens. La première action, c'est d'abord la mise en place du REAP. REAP qui se définit comme le réseau d'animation pédagogique. Alors, dans ce REAP, qu'est-ce que nous avons fait? L'État a mis en place dans tous les départements de notre pays des pôles d'inspecteurs. Et ces pôles d'inspecteurs permettent, n'est-ce pas, de faire des inspections et des animations pédagogiques de proximité. Sinon, auparavant, dans un passé récent, c'est du niveau central que les inspecteurs quittent pour être déployés dans les départements. Donc, ils ne sont pas proches des apprenants. Or, si vous n'êtes pas proche des apprenants, vous ne pouvez pas cerner toutes les difficultés et régler les problèmes auxquels ils sont confrontés, et y compris comment appelle-t-on, les encadreurs et les enseignants. Donc, ce réseau d'animation pédagogique est fonctionnel et opérationnel au Bénin aujourd'hui, ce qui fait que l'inspecteur et l'encadrement est proche des apprenants et des enseignants. L'autre chose que nous avons mis en place l'autre chose qu'on peut citer comme action phare aussi, c'est la mise en place des projets d'établissement. Ce qui permet, n'est-ce pas, de savoir lorsque vous êtes gestionnaire de collège, comment ça va se passer. Et dans ce sens, nous avons formé, grâce au projet d'appui à l'enseignement secondaire financé par l'AFD, plus de 3000 gestionnaires de collèges ont été formés dans ce sens. Plus de 12 000 enseignants, inspecteurs, conseillers pédagogiques aussi ont été formés, leurs compétences ont été revues et améliorées. Donc, de façon brève, c'est ce que je peux quand même dire, que la vie scolaire est très en marche. Et l'autre élément que que j'ai oublié entre-temps, c'est aussi la remise des lettres de mission à chaque chef d'établissement. Et donc, quand lui, il reçoit sa lettre de mission, c'est à lui maintenant de la démultiplier pour en donner aux censeurs, aux surveillants généraux et aux enseignants. Donc, chacun sait que ce n'est plus de la navigation à vue, parce que c'est par rapport à cette lettre-là de mission, comment vous l'avez accompli, c'est par rapport à ça que le contrat sera renouvelé, n'est-ce pas, en fin d'année, et c'est par rapport à ça qu'on va vous apprécier probablement. Merci bien. Merci bien sur ces initiatives concrètes. Donc, redevabilité, voilà, lettre de mission, projet d'établissement, constituer un travail, une équipe autour de projets à la fois sur l'amélioration de l'accès et sur la qualité. Tout ça, ce sont des outils, d'autres pays les utilisent, mais qui sont structurants. On va peut-être demander à Madagascar d'évoquer quelques actions aussi structurantes que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez mises en place dans les établissements, plutôt les collèges. D'abord, par rapport à ce que j'ai pu comprendre de la première directive tout à l'heure, j'ai déjà préparé quelques éléments de réponse relatifs à ce qui est entrepris au-delà de la didactique, de la pédagogie, de l'axe qualité. Les actions qui sont menées à Madagascar au niveau du primaire, c'est la mise en place des cantines scolaires. On a ajouté donc beaucoup plus d'établissements primaires publics où les apprenants bénéficient des cantines scolaires. À part ça, comme dans différents pays, on a aussi formé les directeurs d'école à l'utilisation des fonds publics à partir de l'élaboration d'un programme de l'établissement contractualisé, et c'est avec les parents d'élèves que ce programme-là est élaboré, et le personnel, bien sûr, le personnel administratif de chaque établissement.
pour qu'ils puissent donc mieux gérer les fonds qui sont alloués à l'établissement scolaire. À part ça, comme je l'ai dit, il y a aussi des renforcements de capacité de ces directeurs d'école en termes de leadership, en termes de gestion de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout pour animer donc l'équipe pédagogique de chaque établissement scolaire. Maintenant, pour le collège, qu'est-ce qui est entrepris, qu'est-ce qui sera à entreprendre? Pour ce qui est déjà entrepris, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une offre éducative. On essaie donc de concocter une offre éducative plus attractive, de manière à ce que les parents d'élèves, les élèves soient aillent vers l'accès au collège. Quand je parle d'offre éducative attractive, c'est d'une part, comme je l'ai dit, dans la réforme des programmes d'études, on a intégré de nouvelles disciplines, comme la discipline des arts, qui n'a été enseignée en primaire, seulement au primaire, parce que maintenant, donc, au collège, on souhaite enseigner les arts visuels, les arts dramatiques, la danse, la musique, même jusqu'au collège, jusqu'à l'année 9. À part ça aussi, nous avons dans les thématiques qui sont déployées dans les contenus scolaires, dans les différentes disciplines, nous avons intégré les nouveaux sujets d'actualité, comme le développement durable, les changements climatiques, tout ce qui est thématique d'actualité. Nous avons donc intégré dans les contenus scolaires pour toutes les disciplines qui sont à enseigner. Et surtout, je vais parler des modalités évaluatives qui sont aujourd'hui vraiment pas faciles à inculquer auprès des enseignants, parce que nos enseignants sont vraiment résistants au changement, mais nous y allons petit à petit. Nous allons vers une évaluation plus positive, parce que cette tendance toujours à blâmer l'apprenant empêcherait l'apprenant d'aller dans un autre niveau. Et c'est l'une des lacunes pour la transition école-collège. Donc, on dirait, on est plutôt vers beaucoup plus apprécier le peu qui est retenu que blâmer ce qui n'est pas retenu, surtout lorsque ce qui n'est pas appris et maîtrisé prend beaucoup plus et beaucoup plus que ce qui est retenu. Donc c'est vers ça que nous comptons motiver et la rétention vers le collège. Et bien sûr de nouvelles infrastructures, parce que nous l'admettons aussi que s'il y a difficulté à aller dans le collège, c'est les capacités d'accueil au niveau collège. Donc de nouvelles infrastructures sont en train d'être mises en place, et le système d'internat aussi pour les filles au collège. Nous avons déjà demandé cela dans les financements qui sont en cours. Merci. Merci bien. Et donc de Madagascar, on va vers la Côte d'Ivoire pour un complément. Merci beaucoup. Et donc, ce que je pouvais dire, c'est que la proximité géographique déjà des collèges avec les familles, les apprenants est déjà un gage de sécurité. Mais en plus de cela, également, il faut savoir que ce sont des collèges qui accueillent relativement peu d'élèves et donc peu de personnel administratif. Parce qu'il faut savoir que les enseignants qui sont affectés dans ces collèges sont des enseignants bivalents. Donc, ils enseignent deux matières. Ils sont formés par l'école normale supérieure
Et généralement, c'est des collèges qui n'accueillent pas plus de 10 enseignants, puisqu'il y a la bivalence, donc ils n'accueillent pas plus de 10 enseignants. Et le personnel administratif également, ils sont relativement peu, 5 personnels, le chef d'établissement, son adjoint, l'économe, l'éducateur et un ou une secrétaire. Donc, c'est dire que il y a peu de monde. Et donc, en cela, il constitue déjà une belle famille pédagogique. Et comme il y a un fort ancrage dans la communauté, donc ils sont très impliqués aussi dans les actions de la communauté, ils font des incursions dans la vie communautaire pour mieux s'imprégner des réalités. Et également dans tous les établissements de Côte d'Ivoire, il y a depuis quelques années ce qu'on appelle le COGES, c'est-à-dire le comité de gestion scolaire, qui est là justement pour gérer, améliorer la vie sociale, la vie coopérative, etc., etc. Et il faut savoir également que les chefs d'établissement bénéficient constamment de renforcement de capacité. C'est le cas dans le cadre du projet IFADEM, qui a justement formé tous les chefs d'établissement à la gestion managériale des structures éducatives, au leadership. Et également, on a la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale qui bénéficie dans le cadre d'un appui de l'AFD, le CDD, de fonds pour constamment effectuer une mise à niveau au niveau de la gestion managériale, du leadership des chefs d'établissement. Donc il y a toutes ces dispositions-là, toutes ces mesures qui sont prises pour justement améliorer la vie et la qualité des enseignements au sein des collèges. Ce qu'il faut également noter, c'est que depuis 2 ans, toujours pour améliorer les conditions d'accès, les conditions éducatives dans les collèges, il y a l'expérimentation de ce qu'on a appelé le Bonamas. Le Bonamas, c'est la bourse nationale de manuel scolaire, qui est justement expérimentée depuis 2 ans en 6e. Donc, on a vu que ça a été montré dans les recherches que l'absence de manuel scolaire ou la difficulté d'accès aux ressources pédagogiques constitue également un frein à la qualité et à l'amélioration des résultats. Donc, il a été expérimenté grâce au soutien justement de l'ARD aussi, de mettre à disposition des apprenants, des enseignants, un kit constitué de 8 manuels scolaires contre une caution, si on peut le dire ainsi, de 10 000 francs. Donc, le parent paye 10 000 francs et l'enfant bénéficie d'un kit de 8 manuels scolaires pour l'année. Et puis, disons 10 000 francs contre ce qui lui aurait coûté plus de la trentaine de 1000 francs si c'était approvisionné en librairie. Donc, ce projet également est expérimenté depuis l'année dernière, il a sa 2e année. Et il doit passer à une phase de pré-généralisation avec cette année déjà l'extension à la classe de 5e. Donc voici déjà beaucoup de mesures qui sont prises pour non seulement améliorer la qualité de l'éducation, mais également la gestion managériale et des établissements, des collèges en particulier. Merci. Merci beaucoup. Et on va maintenant vers la Guinée. Et merci à vous. Pour répondre donc à votre question sur la formation continue des enseignants, le leadership du directeur d'école, et je voudrais avant tout vous dire que concernant la formation, pour des formateurs ont été recrutés par voie de concours et formés à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation et affectés dans les régions pour être plus proches des écoles. Et dans la mise en œuvre, des contrats de performance ont été signés au plus haut niveau, ainsi qu'aux différents ministères, les IRE et les préfectures. Les cercles de qualité ont été créés pour que les enseignants
et même détermine les thèmes préoccupants, que ce soit la violence ou bien la drogue à l'école, et ils sont réunis une fois pour 2 mois pour débattre ces thèmes. Il y a aussi les journées d'animation pédagogique qui sont organisées sous la direction du directeur d'école, et les PAE, c'est-à-dire les projets d'amélioration d'école, sont élaborés en collaboration avec la communauté et mis en œuvre sous le financement du ministère. En dépit de tout cela, au niveau du ministère, il y a un service civique qui a programmé dans l'ensemble du territoire les thèmes civiques. Et chaque matin, autour du mât, à la montée des couleurs, des élèves ou des encadreurs sont choisis pour débattre ces thèmes avant de rentrer en classe. Donc, les délégués scolaires, donc, qui sont les encadreurs les plus proches des écoles, ils ont un certain nombre d'écoles à gérer et supervisent toutes ces activités au sein des écoles. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci bien. On continue notre parcours africain et on revient au Cameroun, dans le pays continent. Merci de me passer une fois de plus la parole. Oui, il y a un ensemble d'actions qui sont menées en vue d'améliorer la qualité et surtout le leadership chez l'enseignant et même chez le chef d'établissement. Actuellement, à l'éducation de base, il y a une production et distribution mise à la disposition des écoles des manuels scolaires. Je pense, pour l'année dernière, plus de 2 millions de manuels scolaires ont été ainsi achetés et mis à la disposition des écoles. Au niveau du secondaire, nous sommes rentrés dans une phase de production du manuel scolaire par les enseignants et les inspecteurs de pédagogie. C'est déjà fait pour l'enseignement technique. Ce sera étendu à l'enseignement général. Tous les manuels ont été produits pour toutes les disciplines et distribués gratuitement aux établissements scolaires pour faciliter les apprentissages. Pour ce qui est des enseignants, j'étais en train de vous dire que nous avons mis en place un programme d'imprégnation des jeunes enseignants pour susciter une fois de plus l'amour pour le métier et surtout pour leur permettre de s'insérer plus aisément dans le métier. Et ce programme porte sur le développement de leurs responsabilités pédagogiques, leurs responsabilités administratives et surtout au niveau éthique et déontologique, leurs responsabilités personnelles et leurs responsabilités relationnelles. Et au niveau de la responsabilité relationnelle, les aspects liés aux sauvegardes sociales et environnementales sont pris en compte et développés pour qu'ils puissent les intégrer dans leur pratique de classe. Au niveau des chefs d'établissement, j'étais en train de vous dire, j'ai déjà évoqué ça, que nous avons aussi, nous sommes en train d'expérimenter un programme nous avons intitulé cela, de formation et d'accréditation des chefs d'établissement, et qui a donné lieu à l'élaboration d'un référentiel métier de formation et d'évaluation des chefs d'établissement. Nous voudrons, à travers ce programme, pour qu'ils se réapproprient leur mission d'encadrement pédagogique, qu'ils soient capables d'assurer le coaching des enseignants, qu'ils soient capables de leader toute leur équipe, l'équipe administrative, l'équipe pédagogique, vers la réussite des élèves. Bien entendu, cela passe par l'élaboration
des plans d'amélioration de l'établissement, les projets d'établissement, comme on l'appelle autrement, qui sont élaborés avec la communauté éducative et mis en œuvre. Et le programme prévoit un dispositif d'évaluation permanente, de telle sorte que, à tout moment, ils auront comme un système d'accréditation qui peut leur être retiré lorsque leur pratique ne les conduit pas vers l'amélioration, l'atteinte de la performance ou bien l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau de l'établissement scolaire. Voilà un certain nombre d'actions qui sont en cours au niveau des enseignements secondaires spécifiquement. Je vous remercie. Très bien, merci. Et on va aller maintenant terminer avec le Togo. Merci. Avant de revenir à la question, permettez que j'ajoute à ce que j'avais dit qu'au Togo, pour être enseignant du primaire, il faut avoir le bac, passer le concours et passer 2 ans de formation. Au Togo également, nous sommes en train d'implanter progressivement les cantines scolaires. Et je crois qu'à cette rentrée, nous sommes à près de 1000. Et cette implantation se fait suivant une étude bien précise. Et pour permettre une gestion sur tous les plans du système éducatif, le Togo s'est divisé en 7 régions éducatives, et ce sont 3 inspections du primaire et 18 inspections du secondaire. Et dans chaque établissement, nous avons l'association des parents d'élèves. De ces associations découle un comité de gestion de tout ce qui, en termes de subventions, en termes de problèmes, en termes de tout ce qui peut se passer dans l'établissement. Et chaque établissement a un plan de développement sur 3 ans, qui est révisé à chaque année. Nous, au niveau des manuels, les manuels sont élaborés et distribués gratuitement pour permettre à tous les élèves de trouver un manuel. Et surtout, c'est les manuels de français et de mathématiques qui sont élaborés actuellement au primaire. Au secondaire, ils sont en train d'élaborer les manuels de maths et de technologie. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Ok, merci à vous tous de votre concision. Vous voyez un petit peu la variété des actions qui sont menées, à la fois pour l'accès, pour la qualité de l'éducation. On voit des convergences. Évidemment, c'est dans l'établissement que tout se noue. La question de l'encadrement, de proximité, la question du leadership, de l'équipe pédagogique et du chef d'établissement, la relation évidemment avec la communauté qui est absolument essentielle. On avait évoqué hier les associations de mères éducatrices qui existent pour aider notamment les jeunes filles qui sont dans les établissements scolaires. On a évoqué un petit peu la remédiation scolaire qui peut s'avérer une piste très structurante une fois qu'on a pu mettre en œuvre des évaluations plutôt formatives, destinées à savoir quelles sont les difficultés et les progrès possibles pour les élèves. Et donc, après la pause, on va poursuivre ce débat sur une modalité un peu différente, puisqu'il s'agira de dialoguer à nouveau les représentants des pays, donc qu'on appelle nous les institutionnels et les praticiens, ceux qui sont à la fois dans la formulation des politiques éducatives, dans la mise en œuvre, et puis dans le suivi de ces politiques. Et puis, on aura la communauté des chercheurs qui ont présenté depuis 2 jours toutes ces recherches. Et on va essayer d'avoir un dialogue sur la façon dont la recherche et la définition des politiques peuvent se nourrir, s'aider, s'épauler pour avoir des politiques plus efficaces concernant la transition école-collège.